Bonjour tout le monde. Alors, on débute sans plus tarder. On va vous parler dans le fond de quand l'outil de connexion à distance est la cible d'attaque. Mais avant tout, avant de se lancer à fond la caisse, le train là-dedans, qui sommes-nous? Donc, bonjour, Andréane Bergeron. J'ai obtenu mon doctorat en criminologie à l'Université de Montréal, ce qui m'a amené à faire beaucoup de recherches sur toutes sortes de types de cybercriminalité. Mais maintenant, je suis totalement dans le domaine de la cybersécurité. Chez GoSecure comme chercheur et je m'implique aussi dans le domaine de la cybersécurité à d'autres niveaux, comme dans l'organisation du congrès NordSec. Et aussi dans d'autres groupes de recherche là, au niveau universitaire. Je reste quand même impliquée dans le domaine académique beaucoup. Donc, le groupe de recherche et développement en source ouverte Garde des Sceaux. Et puis voilà, c'est ça. Olivier? Merci. Moi, c'est ça, je fais de la recherche chez GoSecure depuis 7 ans, puis principalement sur les honeypots, les logiciels malveillants, les acteurs malveillants. Puis une des approches qu'on préconise, c'est vraiment la compréhension de l'attaquant, l'adversaire, parce que à date, puis là avec ChatGPT, ça va peut-être changer, mais il n'y a pas d'AI ou de robot ou d'ordinateur qui attaque les systèmes informatiques lui-même. Il y a tout le temps un humain derrière. Fait que nous, depuis le début, on préconise l'amélioration de la posture de sécurité des organisations en comprenant c'est qui est derrière le clavier, puis en essayant de changer, dans le fond, le contexte pour que cette personne-là fasse moins de dommages ou qu'il y ait moins de personnes qui ont ce genre d'approche-là. Le reste des choses, la seule chose que je pluguerais le plus, c'est NordSec. Mais sinon, vous avez eu le temps de lire la section. Donc, aujourd'hui, on va parler de, là, on a dit contrôle d'accès à distance, là, mais dans les faits, ça va être surtout tout sur RDP, donc Remote Desktop Protocol. On va parler des honeypots, donc de comment on a saisi les données à travers des faux systèmes vulnérables pour la présentation d'aujourd'hui, qu'on va présenter les trouvailles ou l'avancée scientifique, humblement, qu'on ose essayer de faire par rapport à ça. On va décrire les données qu'on a collectées, donc pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Ensuite, on va se lancer à fond dans des indicateurs. Est-ce que le niveau d'automatisation, de sophistication des adversaires, dans le fond? Puis, dans ce sujet-là, on va peut-être avoir des conclusions très intéressantes auxquelles vous ne vous attendrez pas. Ensuite, résultat, puis le futur, vers où on s'en va avec ça, dans le fond, parce que c'est juste, encore une fois, qu'une pierre sur le long chemin de la sécurité sur Internet. Donc, les objectifs du programme de recherche, j'en ai parlé brièvement, là, mais c'est de comprendre les stratégies des attaquants pour développer des outils de prévention dans un premier volet. Après ça, on veut nous déanonymiser les attaquants. Puis là, tu sais, c'est facile de parler d'adresse IP, mais l'adresse IP, tout le monde sait qu'on peut utiliser des proxys. Permettez-moi l'expression, là, parce que serveur mandataire ne le fera pas pour moi aujourd'hui, donc je vais dire proxy. D'utiliser des proxys pour se cacher. Mais là, nous aussi, on va derrière le proxy. Puis vous allez voir, là, on a fait des analyses très intéressantes pour essayer de comprendre la personne, où est située, c'est quoi ses motivations, c'est quoi ses stratégies qui nous révéleraient plus sur son identité. Puis donc, peut-être être capable de les catégoriser puis de pouvoir associer un risque selon le type d'attaquant. Puis ensuite, c'est de rendre la vie des attaquants difficile. La cybersécurité, c'est une game économique. Donc, plus que ça te coûte cher m'attaquer, moins j'ai de chances que tu réussisses à m'attaquer avec succès. Puis donc, sur Internet, parce que là, aujourd'hui, on va parler de systèmes exposés sur Internet, une des façons d'augmenter les coûts de l'attaquant, c'est de les ralentir. Ça, c'est super clair. Donc, on va vraiment aussi avoir ça comme objectif, ralentir les attaques sur Internet. Là, je vous fais comme un court résumé du Remote Desktop. Après ça, on parle des honeypots. Puis après ça, on se lance dans le crunchy et la science. Donc, Remote Desktop Protocol, c'est le protocole de Microsoft de facto pour le contrôle d'accès à distance. Il y en a de plus en plus, suite à la pandémie, qui sont exposés sur Internet. Donc, via un chiffre probablement qui vient de Shodan. Puis,
on peut comprendre pourquoi, OK, les compagnies plus sophistiquées ou qui ont des budgets, disons, en cybersécurité vont savoir, mets pas ça sur Internet, ça prend un VPN, etc., etc. Mais le gars d'un Subway qui a 3 franchises, qui tout d'un coup, il va plus au magasin voir qu'est-ce qui se passe, ben là, lui, il a juste comme fait du port forward en googlant, genre, j'ai tel modèle de routeur, j'ai besoin d'avoir accès au POS. Il a trouvé comment faire du port forward, il a trouvé comment activer RDP, puis c'est ça qu'il fait. Puis là, ben là, lui compte dans ces 127% d'augmentation-là. Donc, on pense qu'il y a énormément, puis là, je fais de l'anecdote, là, je fais pas de la grosse science ici, mais on pense que c'est probablement parce que le besoin a justifié l'exposition. Puis on parle de gens non sophistiqués, donc de la très petite, moyenne entreprise, mais des gens en mode solution, donc qui expliqueraient ce chiffre-là. Le RDP est un des vecteurs d'attaque les plus couramment utilisés, surtout pour le ransomware. Puis ça, c'est, dans le fond, on a maintenant, là, aujourd'hui, c'est phishing puis RDP, ou selon la source, là, il y a des sources qui vont dire RDP en premier puis phishing, mais on parle vraiment d'un vecteur d'attaque qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, donc c'est important de s'y attaquer. Puis, je voulais dire, là, moi, je ne serai pas très technique dans le protocole. Je vais en parler un petit peu parce que, tu sais, c'est crunchy, puis il y a un petit diagramme. Mais si vous voulez, là, je fais juste parler d'RDP depuis 3 ans. Donc, faites juste googler RDP Olivier Bilodeau ou RDP GoSecure, puis vous allez avoir des blogs, des présentations, des vidéos YouTube, assez pour vous noyer dans les détails. Mais RDP, en gros, là, de haut niveau, c'est ça. On a un client qui fonctionne, on rentre un nom de domaine, on se connecte. Maintenant, on administre un ordinateur à distance. Ça peut être pour l'utiliser, ça peut être pour l'administrer. Donc, c'est vraiment pas plus simple que ça du point de vue de l'utilisateur. Maintenant, au niveau du protocole, ben, dans le fond, c'est une connexion, donc un flux qui couvre plusieurs canaux virtuels. Puis là, j'ai tout traduit ça de mon mieux, mais j'étais pas game de traduire I/O pour ES, E/S, entrée-sortie. Mais I/O, c'est input-output. Donc, le canal d'I/O, ben, c'est l'affichage clavier-souris. Donc, c'est quand même pas mal le nerf de la guerre des flux qui vont passer dans RDP. Ensuite de ça, tu as la redirection de disque, le presse-papier, le son, les smart cards. Tu peux même faire du USB pass-through maintenant via RDP. Donc, un protocole très flexible, toujours amélioré et avec une rétrocompatibilité à tout casser comme seul Microsoft est capable de faire. Donc, ce sera tout pour RDP, mais l'important, c'est de comprendre que c'est compliqué. Donc, on s'est cassé la tête pour réussir à faire un outil pour l'intercepter. Donc, les honeypots maintenant. Comment on a collecté nos données? On a déployé des honeypots. Donc, c'est des ressources qui sont déployées, qui sont volontairement vulnérables pour pouvoir justement regarder les interactions une fois qu'elles sont attaquées. On a développé un outil d'interception RDP open source, donc qui se download, qui se clone sur GitHub aujourd'hui, qui est utilisé par les forces de l'ordre pour faire des saisies de serveurs. Qu'on a déployé devant des environnements Windows Server. Là, ici, on parle de honeypot haute interaction. Donc, on donne un système au complet à l'attaquant, ce qui n'est pas quelque chose que je recommande pour tout le monde. On reçoit des fois des abuse notifications parce qu'on est en train d'attaquer Sony Network. Faut comme être à l'affût puis être prêt à tirer la plug à tout moment quand les systèmes sont très compromis. Puis on fait ça bien sûr dans le cloud, dans un cloud bien séparé du reste de l'organisation. Puis avec ça, on va capturer aussi, puis là la recherche d'aujourd'hui va se concentrer là-dessus, mais sur les hashes NetNTLM V2 de toutes les tentatives de connexion. Bon, j'ai parlé un petit peu de PARDP. En gros, PARDP, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est de l'interception RDP. Donc, interception ici dans le sens contenu de l'écran, presse, papier, transfert de fichiers, interaction souris-clavier. Donc, on est capable de dire où la souris a bougé, où ça l'a cliqué. Donc, en fait, on a comme une caméra vidéo de dépanneur, mais sur RDP. On voit vraiment tout ce que l'attaquant voit, puis on est capable de dire « Hey, lui, il a été faire XYZ action. » Je vais vous le montrer en action dans peu de temps. Ensuite, on a un moteur d'altération. C'est pour ça que c'est un outil à la fois rouge et bleu. Là. On peut s'en servir en pentest. Donc, le moteur d'altération, il peut simuler un clavier, bloquer l'écran, exécuter des commandes. Donc, ça, on s'en sert plus en pentest, en red team. Puis là, je dis on s'en sert.
À cause de la nature d'RDP, qu'il faut être comme pendant que quelqu'un est en train de s'en servir, c'est pas très pratique. CrackMap, MapExec et d'autres outils sont encore plus efficaces pour compromettre une organisation, mais c'est possible quand même. Puis là, ce qui est le fun, c'est que l'interception va prendre une capture complète de toutes les interactions, va le sauvegarder sur le disque, puis après ça, on peut utiliser le lecteur RDP pour rediffuser la capture. Mais le lecteur RDP, on peut s'en servir aussi pour prendre le contrôle de l'ordinateur si on est là pendant que l'adversaire est en train d'interagir avec notre système. Donc, en gros, on a le hacker, on a PyRDP dans le milieu, puis on a nos honeypots Windows à droite. Puis l'étude d'aujourd'hui se concentre sur les informations de connexion données par le hacker. Donc, style utilisateur mot de passe, c'est pas plus que ça. Il va falloir que vous veniez voir une autre présentation ultérieure si vous voulez voir plus du crunchy des analyses des attaquants quand ils interagissent avec nos systèmes. Puis cette slide-là est là juste pour plugger du AI Art, entre autres. C'est un PP hacker généré par Midjourney. Donc, on va faire une petite démonstration vidéo, c'est 40 secondes. Là. Je ne vais pas vous assommer avec ça. Si on peut starter ça. Dans le fond, ça, c'est le player RDP. Là, je l'ai mis en accéléré, mais on voit que quelqu'un s'est logué dans notre machine en devinant que notre mot de passe était administrateur admin. Puis là, on voit qu'il a droppé un Firefox qui est en cyrillique. Quand je vous parlais de révéler c'est qui les adversaires, on voit tout de suite que le Firefox est en cyrillique. Là, on le voit interagir avec le clavier. Donc, il vient de domper un nom de machine à travers le clipboard. Il vient de domper un password à travers le clipboard encore. On vole le clipboard côté client à cause que le client MSTSC va envoyer toutes les updates de clipboard au serveur. Puis là, on voit qu'il vient de rouler un outil de reconnaissance qui dompe du JSON avec plein de caractéristiques sur l'ordinateur. Puis après ça, il fait copier-coller, fait qu'il colle ça dans un spreadsheet, il efface ses traces, il se déconnecte. C'est terminé. Fait que là, ce qu'on a à faire ici, c'est un adversaire qu'on va nommer l'éclaireur. Donc, qui rentre, qui roule ses affaires vite, très concentré sur identifier la machine. Dans les informations exfiltrées, il y a est-ce que tu es administrateur, la capacité du CPU, est-ce que tu as une application de poker d'installer, est-ce que tu as une application de Bitcoin d'installer. Donc, tu sais, c'est comme ça nous donne une idée de cette personne-là et après quoi potentiellement. Là, bien sûr, PyRDP a capturé l'exécutable. Donc, avec ça, on va être capable d'aller reverse engineer aussi l'exécutable de fingerprinting de la machine ou qu'est-ce qui a fait la reconnaissance, si on veut. Puis peut-être que là, dans ça, cette personne-là ne doit pas distribuer cette application-là comme un logiciel malveillant. Donc, peut-être que là-dedans, on va avoir des PDB-PAF ou d'autres informations qui vont en révéler encore plus sur l'adversaire. Fait qu'on on trouve ça bien intéressant. Puis là, une partie du fait que c'est efficace, c'est que les gens ne savent pas qu'on est capable de faire ça. Fait que là, il va falloir qu'on garde ça secret entre nous autres. Comment on a rendu ça possible? C'est 6 ans de travail en version 4000. Mais en gros, pour vrai, c'est comme l'itération, puis j'ai appris, puis là, ça c'était mal fait, puis là on change, puis on nettoie, puis on s'essuie, puis on recommence. Mais en gros, l'architecture, c'est ça ici. On est dans le cloud sur plusieurs fournisseurs. On a notre sujet d'étude qui est la hacker qui attaque des systèmes. Il y a PyRDP qu'on a mis dans le milieu sur un ordinateur séparé de notre machine Windows vulnérable parce qu'on voulait que ce soit out of band, que l'attaquant ne puisse pas attaquer le système RDP. Ces machines-là sont destructibles à tout moment parce que tous les logs sont envoyés sur un message queue qui est en bas, RabbitMQ. Les artefacts de fichiers, au début, on les passait dans le message queue, mais finalement, c'est trop gros. Donc là, on utilise du object storage dans le cloud. Pour découpler ça de notre architecture d'analyse, on fonctionne en mode qu'on va tirer les informations de des object storage et d'un message queue tiers. Donc, il n'y a pas moyen d'affilier nécessairement les honeypots à notre organisation, à part les .txt que c'est écrit copyright GoSecure dedans. Ça, c'est une autre affaire à régler. De là, on va aller tirer sur le message queue avec Fluentd, les logs. On pousse ça dans Elastic, on fait une copie de sauvegarde. Puis là, de Elastic, nous, on fait l'analyse. Donc, avec Jupyter Notebook, on regarde les captures avec PyRDP, on fait de la science avec RStudio, puis bien sûr, on n'est jamais capable de s'en sortir sans Excel parce qu'on est pragmatique. On a bien beau essayer de faire tout en Python puis en R, mais un moment donné, Excel, c'est efficace en tabarouette. Mais des fois, ça explose aussi. Là, on a analysé 3,4 millions de connexions, donc 3,4 millions de rangées dans Excel, on le pète. Fait que on n'a pas le choix d'utiliser d'autres choses. Ça, c'est l'architecture, ça, c'est le plan. La réalité, c'est plus ça.
C'est pour ça que ça a pris 6 ans. Il y a tout le temps de quoi qui pète. Il y a tout le temps de quoi qui chie. Puis la seule affaire qui n'est pas en feu là-dedans, vous remarquerez, c'est le message queue. Ça, c'est malade. Une fois que ça marche, ça une vraie petite merveille. Puis ben, l'attaquant, bien sûr, qui est jamais en feu, il arrête jamais. Donc, avec ça, on a collecté des interactions avec les honeypots. Puis là, ici, je vous montre le 3 mois. On focus sur 3 mois pour la présentation d'aujourd'hui de données. Puis ça, c'est les interactions avec nos honeypots uniquement RDP sur 3 mois. Il n'y a pas vraiment... Le takeaway de ça, dans le fond, c'est qu'il y a vraiment des adversaires d'un peu partout, mais il y a aussi des concentrations très, très, très importantes. Concentrations qu'on va décrire dans la partie, le volet analyse des données. Maintenant, Andréane, comment les attaquants entrent dans le système? Oui, donc pour bien comprendre qu'est-ce qu'on est venu analyser ici, je commence par vous expliquer. On n'étudie pas une vulnérabilité nécessairement d'RDP ou quoi que ce soit. On regarde comment est-ce que les attaquants ils vont scanner premièrement notre honeypot et ils vont essayer de se connecter en mettant un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est comme ça qu'ils essayent de rentrer. Mais là, bien sûr, ils vont y aller par attaque de force brute. Donc, ils vont essayer le plus de noms d'utilisateurs, le plus de mots de passe possible. Et évidemment, ils sont équipés de machines automatisées, de scripts pour être capables, c'est ça, ils ne sont pas là devant leur ordinateur à le taper un par un. Donc, ils envoient leur script et là, ils essayent toutes sortes de choses. Donc, c'est comme ça qu'ils essaient d'entrer et de prendre possession de notre honeypot. Ça va? Donc, comme Olivier disait, nos données, on a pris un échantillon de 3 mois pour commencer tout ça puis explorer c'était qui nous attaquait. Donc, de juillet à septembre, là, on a pris les 3 mois complets. Et donc, les analyses sont sur les tentatives de connexion. Okay? Donc là, comme Olivier disait, on ne va pas vous présenter qu'est-ce qui arrive après une fois qu'ils réussissent à se connecter. C'est une autre présentation. Fait qu'aujourd'hui, c'est juste les tentatives de connexion dont on parle. Donc, les informations qu'on va collecter dans le cadre de ces tentatives de connexion-là, c'est le timestamp, à quel moment est-ce qu'ils ont rentré le mot de passe et le nom d'utilisateur, l'adresse IP et c'est quoi le username puis le password qu'ils ont essayé. Okay? Mais juste avec ça, vous allez voir, on peut se rendre assez loin dans l'analyse de comment ils ont procédé. Et là, on avait 3,4 millions d'attaques, dans le fond, de tentatives de connexion. Et là, comme je voulais étudier le comportement des attaquants, bien, je les ai regroupés par adresse IP. Puis là, je vais référer à ces adresses IP-là comme étant l'attaquant aujourd'hui. Donc ça fait 3,4 millions d'attaques faites par 1529 différentes adresses IP. Donc, je me lance dans les statistiques descriptives juste pour comprendre un petit peu plus l'échantillon avant de passer dans les analyses un petit peu plus poussées. Donc, en gros, si on regarde les pays, c'est sûr que l'adresse IP ne va pas nécessairement nous dire l'attaquant se situe ici parce que là, c'est évident, ils vont utiliser probablement des ordinateurs compromis ou encore des proxys. Donc, ça ne nous révèle pas nécessairement l'endroit de l'attaquant, mais c'est vraiment intéressant à regarder quand même de où viennent ces ordinateurs compromis-là ou ces proxys-là. Donc, ce que ça donne, vous voyez que c'est l'Asie en grande majorité, ensuite de ça, l'Europe, l'Amérique du Nord, excusez. Et ici, c'est important de noter que la Russie, elle a été classée en Asie et non en Europe, parce que ça dépend des études, des fois, comment ils le classent. Mais là, je le spécifie. Puis, je le spécifie parce que c'est ceux qui attaquent le plus, donc c'est certain, suivi par le Panama et Hong Kong. Donc, ça, c'est quand on prend toutes les attaques, puis qu'on regarde lesquels qui en ont produit le plus. Donc, quels pays ont produit le plus d'attaques. Donc, ça donne ça. Par contre, si je revirais un peu, j'ai pas d'autres graphiques pour ça, mais si on regarde les attaquants, le nombre d'IP différents, ben, c'est les États-Unis, en fait, qui ont le plus d'IP différents. Donc, les attaques qui arrivent des États-Unis en grande quantité, c'est juste qu'ils attaquent moins que la Russie, le Panama et Hong Kong. Ça va? Alors, j'ai sorti le top 12 des noms d'utilisateurs qui sont le plus utilisés pour essayer d'entrer dans notre honeypot. Donc, vous voyez tout de suite, là, c'est administrateur, c'est ce qui est le plus utilisé. Puis, ben, c'est une
tentative intelligente quand même, puisque si on n'a pas changé le default username, l'utilisateur par défaut, ben il y a des grandes chances que ce soit administrateur. Puis ça, on sait que ça arrive, là, les gens parfois ne prennent pas la peine de changer le nom d'utilisateur, se disent qu'ils vont juste mettre un bon mot de passe, mais c'est ça. Donc ils l'essayent, ils le savent, donc ils l'essayent. Et puis si on regarde, mettons, dans tout l'échantillon, il y a 60% des usernames qui sont utilisés qui vont avoir un lien là, à une variation du mot admin. Fait que c'est quand même vraiment populaire comme tentative, comme stratégie de connexion. Donc, très important, petit rappel, de changer vos mots de passe, pas vos mots de passe, mais aussi, mais vos usernames par défaut parce que c'est vraiment attaqué beaucoup. Mais là, je reviens à mon petit tableau puis je vous pointe deux choses ici. Offshorebank.com puis EC2Amaz. C'est quoi ces informations-là? En fait, c'est les informations de notre honeypot. Okay? C'est notre nom de certificat puis le nom de l'ordinateur, le certificat RDP. Donc, ça veut dire que l'attaquant il est venu scanner nos informations de machine, puis qu'il s'en est servi pour créer des usernames, puis des passwords aussi, mais ça, on n'est pas rendu là, mais des noms d'utilisateurs. Donc, là, ça commence à être intéressant parce que là, on vient de changer de stratégie. Là, on n'utilise pas le mot de passe par défaut, mais on utilise nos informations pour nous attaquer, finalement. Mais ça, on va y revenir parce que c'est un point qui est vraiment important, finalement, parce qu'il se retrouve dans le top 12, donc très utilisé comme stratégie. Et finalement, vous avez peut-être remarqué walluptime.com, qu'est-ce que ça fait là? Je me suis vraiment demandé c'était quoi ça? Il a fallu que je fasse une petite recherche. Et j'ai trouvé que, on a trouvé que, dans le fond, Windows, c'est une plateforme qui n'est pas supportée par le serveur DigitalOcean. Le provider, excusez, je vais utiliser les bons mots. Et puis là, vous aurez deviné que, en fait, on l'a présenté tout à l'heure dans notre architecture, notre provider, c'est DigitalOcean. Okay? Et puis, donc, Windows, c'est pas supporté par DigitalOcean, donc on doit passer un petit peu par le côté pour pouvoir installer Windows. Et walluptime.com, c'est une plateforme, en fait, c'est un site, mais où est-ce qu'il explique comment est-ce qu'on peut installer, tu sais, puis passer un petit peu à côté, là. De ce qui est censé. Et c'est ça. Donc, Walluptime, quand on utilise cette plateforme-là pour installer Windows, le mot de passe, le nom d'utilisateur par défaut, c'est walluptime.com. Donc, c'est un autre indice, finalement, qu'ils savent qu'on utilise DigitalOcean et ils se sont dit, là, si Windows est dessus, ça veut dire qu'ils l'ont installé d'une certaine façon. Donc, on va essayer ce nom d'utilisateur-là. Donc, c'est juste un indice de plus qui fait qu'ils ont bien observé là, nos informations, puis ils se sont adaptés à ça. Les mots de passe. Là, ça, c'est un petit peu plus varié quand même quand on regarde le top 12 de qu'est-ce qui est utilisé pour tenter d'entrer. Donc, comme on comprend que ça va sûrement être lié à notre offshorebank.com, puis ils l'ont juste séparé, puis ça a donné comme, là, ça c'était pas... mais on voit offshorebank qui revient, mais sinon, des chiffres vraiment... Donc, des mots de passe vraiment faciles qu'on ne devrait jamais avoir sur nos comptes, finalement. Ça compte aussi pour vos comptes personnels, bien sûr. Fait que dans le fond, si on regarde les trois grandes stratégies qui vont revenir le plus souvent au niveau des mots de passe, il va y avoir le fait qu'il y a une variation de notre nom de certificat RDP. Il y a aussi toutes les variations du mot password et des chiffres uniquement. Donc, ça va être des chaînes de caractères vraiment simples, finalement. Là, c'est très recommandé de ne pas mettre juste des chiffres parce que c'est plus facile, à craquer. Voilà. Fait que ça, c'est les trois grandes tendances pour les mots de passe. OK. Là, je vous amène avec moi dans l'analyse de qu'est-ce qu'on a fait avec ces informations-là. Et je suis partie avec l'idée que l'attaquant est impliqué d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est certain, il y a un humain derrière toute attaque, mais il est impliqué à différents niveaux. Fait que je vois ça comme un continuum de robots, juste mon script que je lance comme ça, versus je suis très impliquée et je réfléchis à mon attaque. Donc, on peut voir ça aussi comme un continuum de sophistication, finalement. Mais tu sais, on sait, ce robot-là, il a été fait par un humain, mais quand là, on devient plus impliqué, on devient aussi plus dangereux. Voilà. Donc, l'idée de regarder ça sur un continuum est venue de ce que j'ai observé. OK, là, merci Olivier pour ce
calendrier vraiment fancy que j'adore, que je passe beaucoup trop de temps à le regarder. Ici, on a une adresse IP, donc un attaquant seulement, pour 1 mois, OK? Mais c'est juste pour vous montrer l'idée là, de où est-ce que j'arrive avec ça. Ici, vous avez les jours du mois, OK? Donc, on commence au premier, le 30 du mois. Puis ici, c'est les heures de la journée. Donc, c'est vraiment comme un calendrier de jours et d'un mois. Donc, puis là, toutes les lignes qu'on voit, ça va être des attaques, OK? Donc, il y a plusieurs attaques par seconde, ça va vite. Mais comme on voit, c'est pas constant. Il n'y a pas des attaques tout le temps. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que probablement, là, la première attaque ici, il faut qu'elle soit startée par quelque chose, par quelqu'un, probablement un humain qui s'est dit, bon, on va commencer cette attaque-là. Ensuite de ça, ben, il part, il va se faire un café. Quand il revient, il regarde, ah, ça n'a pas marché, c'était pas ça, j'avais pas la bonne liste, ça, on n'a pas encore entré. Donc, on en recommence, on restart une autre liste finalement. Et c'est d'où l'idée que finalement, il y a peut-être un humain à toutes les fois qui va faire start finalement aux attaques. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas constant, il n'y en a pas toujours des attaques, puis là, il y a des trous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours-là? Là, je me suis mis à regarder, y a-t-il un congé dans le monde pendant ces 4 jours-là? Tu sais, il faut voir la personne est où, puis qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, mais là, puis il peut ça être passé plein de choses, là, on le sait pas, mais tu sais, sa machine peut être brisée, peu importe, là, ou il est parti en voyage, ou il dormait, peu importe, on sait pas. Puis on voit aussi que... tu sais, les attaques, ils partent pas tout le temps à la même heure, là. C'est pas comme s'ils arrivaient le matin à 8 h puis ils partaient ces attaques, là. C'est comme... Donc, on s'est dit, ben peut-être qu'il y a des équipes de jour puis des équipes de nuit. Puis, c'est vraiment, là, un groupe de hackers, là, vraiment, tu sais, sophistiqués, là, Mais en même temps, si c'était le cas, probablement que ça serait vraiment constant parce qu'il serait plus... En tout cas, fait que... on avait plus de questions finalement que de réponses mais l'idée, vous comprenez qu'elle sort de là. Je me suis dit, OK, il y a un attaquant qui intervient, donc allons regarder ça un petit peu plus loin. Avant que tu continues, je vais juste interrompre. Elle m'a donné le crédit pour le diagramme, mais c'est elle qui l'a fait, la première version, dans Excel. À la main avant. C'est ton idée. J'avais fait une attaque. Elle l'a fait à la main dans Excel. Pour un IP. Puis là, j'étais comme, ouais, mais on en a 1500. On s'en sort. Fait que là, j'étais comme, attends, laisse-moi gosser, là, je vais faire ça. Mais tu sais, dans Excel, tu l'avais fait en quelques heures, mais moi, réussir à faire ça, ça m'a pris comme 2 jours. C'était laid, là, tu sais. Au début, moi, mon image, c'était mon affaire Excel, là. C'était vraiment laid. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ton idée quand même de représenter l'information comme ça. Puis là, on va pouvoir le faire, tu sais, là, on a le code, fait qu'on va pouvoir le faire sur tous les attaquants. Ouais, puis là, on va pouvoir voir les différents patterns, parce que là, bon, ça, c'était un exemple, mais ils sont pas tous pareils, donc ça va être vraiment intéressant, là, d'utiliser ça après. Donc, mon idée d'identifier c'est quoi quel indicateur finalement qui va être relié à une machine, parce que c'est simple, parce qu'on sait que c'est ça, parce que c'est simple et basique, versus qu'est-ce qui est relié à l'humain, à un comportement un petit peu plus humain ou un petit peu plus réfléchi, mettons. Donc ça, ici, on a les indicateurs du comportement d'attaque automatisée, okay? Donc pas de l'humain. Puis après ça, je vais vous présenter l'humain. Donc d'abord, le nombre d'attaques. Okay? C'est sûr qu'on s'imagine qu'un humain derrière un clavier, il ne va pas tenter d'écrire un nom d'utilisateur, mot de passe 250 000 fois. Ça se peut pas, on le sait très bien. Donc moi, en haut de 50 attaques, j'étais assez à l'aise de dire c'est sûr qu'il y a une sorte d'outil automatisé derrière ça. Donc c'est mon premier critère. Ensuite de ça, utilisation des informations provenant de fuites de données. On sait, ils ne vont pas créer une liste, là, juste eux, avec leurs idées de mots de passe à essayer. Donc, ils prennent souvent des listes qui sont sur Internet, qui sont à quelque part, dans le fond, qui proviennent de sources de données qui ont fuité, finalement, qui proviennent de comptes d'utilisateurs qui ont été révélés. Et puis, ils les essayent par la suite. La plus grosse liste que moi je connais en tout cas, qui rassemble toutes les fuites de données ensemble, c'est RockU 2021. Et là, on a 8,4 milliards de mots de passe dans cette liste-là qui ont été juste ramassés là, de toutes les fuites de données. Donc, je me suis dit, on va regarder si les mots de passe qu'eux utilisent vont se retrouver dans cette grande liste de 8,4. On avait beaucoup de chance quand même là, que ça se retrouve à l'intérieur. Et finalement, il y en avait la moitié
que dans le fond, pas toutes, la plupart de leurs mots de passe se retrouvaient dans RockU 2021. Mais l'autre moitié, non. Dans le fond, ça se peut qu'il y ait quelques mots de passe qui s'y retrouvaient, mais c'était pas la majorité de leurs mots de passe. Et là, on a vu qu'ils s'adaptaient beaucoup à nos informations. Puis nos informations, ben ils sont probablement pas dans RockU 2021 parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une fuite de données. Donc, c'est probablement ce qui explique que c'est pas mal 50-50. Troisième indicateur de comportement d'attaque automatisée, c'est la présence constante de l'attaquant sur notre période d'observation qui était de 3 mois. Tu sais, là, si la machine elle essaie de nous attaquer sur 3 mois, là, on sait que c'est pas un humain, il n'y a personne d'aussi tenace que ça, que je connais, qui va se mettre là, à attaquer 3 mois, là, ça marche pas, là, il va juste changer de... Donc, j'assume que là, il y a un ordi qui le fait pour lui, là, pour assumer cette constance dans les attaques. Et finalement, dernier critère, quand il y a plusieurs attaques par seconde, parce que là, c'est certain, il n'y a pas d'humain qui tape assez vite pour rentrer utilisateur, mot de passe, plus que 1 par seconde. Donc, c'est évident que là, il va y avoir une automatisation derrière. Maintenant, les indicateurs de comportement humain. D'abord, là, je reviens avec mes débuts de bloc, là, comme dans mon calendrier. Donc là, quand un début de bloc suit une longue pause, qui n'est pas comme constante, ou à ce moment-là, on va considérer qu'il y a possiblement un humain derrière qui starte l'attaque. Okay? Et ça représente, c'est présent dans 17% là, de notre échantillon. Et deuxième critère, l'attaque est personnalisée pour la cible, donc va utiliser nos informations de certificat RDP ou le nom de notre ordinateur. Parce que, puis là je le classe là, parce que c'est un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus sophistiqué quand même que de juste utiliser des mots de passe qui étaient prêts sur Internet. Tu sais, ça c'est facile, c'est la partie facile. Là, ils se sont forcés un petit peu plus, donc on va le classer ici. Et le délai entre chaque tentative de connexion, parce qu'on a remarqué dans les données qu'il y en a là, qui attaquent plusieurs fois par seconde, là, mais il y en a d'autres qu'on voit qui installent un petit délai entre chaque attaque, probablement pour éviter la détection, parce que ça arrive sur certains systèmes, mais on va dire, là, un humain ne tape pas aussi vite que ça, donc tu n'es pas censé en rentrer plus qu'un par seconde, fait que là, oui, ils vont se mettre un petit là, 5 secondes, 10 secondes, peu importe, entre chaque attaque. Donc, encore une fois, ils essaient d'éviter la détection, c'est un petit peu plus réfléchi quand même que ceux qui font juste lancer ça. Donc, c'est ce qu'on va considérer comme indicateur de comportement humain. Donc, si je reviens, indicateur de comportement d'attaque automatisée, là, ce que je vais voulu faire, c'est un espèce de score d'engagement de l'humain là-dedans, OK? Mais on y va un petit peu à l'envers. J'additionne 1 point pour la présence de ces indicateurs-là et je soustrais 1 point pour la présence de ces indicateurs-là. Et ça nous donne notre score d'engagement, juste pour nous donner une idée, finalement, de... est-ce que ça tend plus vers l'humain ou plus vers le robot? Et puis bon, ce qu'on voit, c'est assez normal comme curve, pardon. J'ai pas trouvé le mot français comme courbe. Mais on voit, une observation importante, c'est qu'il y en a 0 qui sont totalement humains, puis il y en a 0 qui sont totalement machines. Mais là, tu sais, bon, il n'y a pas de grande surprise derrière le fait qu'il y a un humain derrière chaque machine et qu'il est minimalement aidé d'outils. Donc, c'est normal que ça nous donne ça. Mais bon, quand on regarde ça, il y a quand même plus, il y a une petite tendance, il y a plus de chiffres du côté de l'humain. Donc, pour moi, quand j'ai vu ça, dans le fond, j'ai juste constaté que l'humain était plus impliqué que qu'est-ce que moi j'avais anticipé. Je pensais que ça allait être vraiment plus là, des attaques vraiment simples, basiques, parce que c'est ce qu'on va véhiculer beaucoup dans les médias puis dans les autres recherches. Mais nous, ce qu'on a observé finalement, c'est que c'était beaucoup plus réfléchi que qu'est-ce qu'on avait anticipé. Donc, conclusion rapide de cette recherche-là, finalement, bon, on a dit tantôt, c'est quand même assez facile de juste se protéger notre RDP derrière un VPN. Ça va être la première chose très importante à faire. Ensuite de ça, bon, la politique de verrouillage. On a le nouveau Windows 11 vient avec la politique de verrouillage comme déjà par défaut. Elle était présente dans les version de Windows précédente, sauf que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aller la faire nous-mêmes, la politique, finalement. Il faut aller l'instaurer. Puis il faut choisir là, après combien de temps on est bloqué, finalement. Fait que là, avec Windows 11, maintenant, 10 tentatives, puis t'es barré pour 10 minutes. 10 tentatives infructueuses de rentrer, puis t'es barré pour 10 minutes. Mais ça, là, ça augmente
augmente les coûts finalement pour l'attaquant, parce que là, ça le retarde énormément. Là, quand tu as 200 000 attaques à faire, là, à toutes les 10 minutes, il faut que tu arrêtes. À toutes les 10 tentatives, il faut que tu arrêtes 10 minutes. Donc, ça va être quand même assez efficace là, pour mettre une couche de protection supplémentaire. Mais ça serait recommandé d'aller le définir nous-mêmes dans les versions Windows précédentes. Et finalement, on rappelle encore que les bonnes pratiques au niveau des passwords et des noms d'utilisateurs, de ne pas laisser ceux par défaut, c'est toujours une bonne idée. Des mots de passe qui sont longs, compliqués. Bon, je ne ferai pas de cours sur les mots de passe aujourd'hui, mais ça reste que c'est des bonnes pratiques et que c'est important. Oui, donc j'invite Olivier, si tu veux parler des prochaines étapes, je vais rester pas loin. Oui. Donc, c'est ça. Là, nous, où ça nous amène, la recherche qu'on vous a présentée aujourd'hui, c'est de continuer à observer les tendances générales des attaques dans le temps. Donc, de faire notre espèce de méga analyse sur les 1500 adresses IP. Peut-être même de grouper ça par pays. Puis là, éventuellement, on aimerait ça. Tu sais, là, on est vraiment en mode, on veut comprendre les données visuellement nous-mêmes, mais de pouvoir identifier des indicateurs récurrents pour ensuite de tout ça appliquer de l'apprentissage machine puis essayer de l'automatiser, d'avoir des clusters qui sont faits pour nous automatiquement. Mais moi, j'ai essayé beaucoup d'appliquer du machine learning top-down, puis j'ai jamais eu des bons résultats. À chaque fois que j'allais creuser dans mes clusters, je voyais pas de corrélation entre mes membres des clusters. Fait que là, j'essaie une approche bottom-up. J'essaie de savoir c'est quoi les groupes que je veux avoir avant d'essayer d'utiliser la fameuse boîte machine learning. Faut dire que je fais ça tout seul en même temps que je lis les livres là-dessus. Là, c'est peut-être pas la bonne approche. J'aimerais ça, là, on a parlé, tu sais, c'est clair qu'il y a toujours des outils, tu sais, il n'y a pas personne ou presque personne qui va y aller à mitaine dans le vrai client RDP un après l'autre. Donc, on veut les découvrir, c'est quoi les outils qui sont utilisés, puis les documenter. On veut, tu sais, la façon qu'on intercepte RDP, là, on a accès à tous les moindres artefacts là, de champs secrets, de versions du protocole, de features supportées. Donc, on veut pouvoir fingerprinter ça. Puis probablement que ça, on va pouvoir déanonymiser derrière les proxys des outils similaires. Fait que s'il y a un outil qu'on associe à un acteur étatique parce qu'on l'a vu passer à cause d'une capture, d'un enregistrement où on l'a vu faire quelque chose de spécifique, puis qu'on est capable d'avoir les mêmes bit pour bit comparaison avec d'autres tentatives de d'autres adresses IP, bien là, on va pouvoir lier les deux. Fait que là, on veut vraiment foncer dans cette direction-là. C'est énormément de temps, là. Je veux dire, c'est aucunement rentable ce qu'on fait là. Je veux juste vous le dire, là, c'est débile, mais on est des scientifiques. On pense, en tout cas. On aurait dû venir en sarreau. On se prend pour des scientifiques. Ensuite, bien là, vous avez vu dans le calendrier les séquences d'attaque. Fait que là, s'il y a une séquence, ça veut dire qu'il y a une liste de mots de passe qui utilisent ces gens-là. Donc là, si nous, on a craqué beaucoup de mots de passe de cette liste-là, on veut déanonymiser les listes. Fait qu'on veut dire, hey, ça, c'est cette liste-là, parce que c'est cette séquence-là de credentials qui a été utilisée. Puis là, avec ça, elle vient de où, cette liste-là? Quel forum? Es-tu sur le Darknet? Es-tu sur le Clear? Etc. Puis là, ça, on est chanceux parce que il y en a qui utilisent nos honeypots pour scanner d'autres serveurs RDP, puis eux, ils transfèrent les listes. Fait qu'on a des listes gratuites au complet, toutes dans l'ordre. Là, on va commencer à les étudier et à essayer de faire de la corrélation. Sur le partage et l'origine des proxys, Andréane a parlé tantôt d'un groupe. Potentiellement, si on voit de l'activité tout le temps, jamais de pause, potentiellement qu'il y a plusieurs personnes à relais. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un partage des proxys. Puis là, je vais nommer un acteur étatique là, derrière ça, mais la Chine, c'est documenté qu'il y a plus que 1000 employés qui travaillent sur le payroll de l'armée pour scanner puis attaquer des systèmes. J'invente pas ça, là. Il y a des gens aux États-Unis, au Canada qui ont dit ça dans des fonctions officielles. Donc, ces gens-là essaient de compromettre n'importe quel système qui est mal sécurisé sur Internet. Puis là, à cette envergure-là, on sait qu'il y a différents rôles définis. Les gens du Initial Access, c'est pas les mêmes que ceux qu'une fois que tu as le pied dans la porte du système. Donc, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a des scanners dédiés. Donc, ils ont probablement une équipe d'infrastructure qui s'occupe des proxys. Donc, les proxys sont potentiellement partagés.
Fait que là, nous, avec ça, on aimerait ça pouvoir voir, OK, est-ce qu'on est capable de voir des tendances entre les proxys? Puis quelqu'un de sophistiqué, potentiellement, pourrait aussi sauter à travers les proxys. Donc, peut-être qu'en regardant à plus grande échelle, on verrait des séquences comme continues à travers différentes adresses IP, mais qui attaquent le même système. Puis aussi, tu sais, je veux dire, là, nous aussi, il faut dire que là, on a des gens qui sont verticalement intéressés à nous. Tu sais, parce que pour scanner sur Internet, tu peux scanner horizontal. Tu fais toutes les adresses IP une fois. Mais là, nous, ici, quand on a juste quelques systèmes RDP, donc là, c'est quelqu'un qui a trouvé qu'il y a du RDP puis qui a décidé, OK, moi, j'attaque, tu sais, verticalement, juste cette adresse IP-là, puis j'essaye tout jusqu'à temps que je rentre. Fait qu'on est peut-être biaisé aussi par rapport à ça. Si certains acteurs ne font que du horizontal, on ne les verra pas sortir comme ça. Puis on veut bien sûr analyser les connexions réussies, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils droppent, comment ils se retournent avec nos honeypots. Puis là, de ça, là, ben, avec la vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui, moi j'ai envie d'installer un logiciel de poker pour voir qu'est-ce qui va se passer si la reconnaissance dit poker à oui, qu'est-ce qui va dropper, ça va être quoi l'action subséquente. Je commencerai probablement pas avec poker, par exemple. Donc, pour finir, on a une petite requête que je vais laisser Andréane. Ben oui, on va profiter de cette tribune-là pour peut-être vous demander votre aide pour une autre recherche qu'on fait aussi en ce moment, parce qu'on ne travaille pas juste là-dessus. On travaille sur, dans le fond, c'est une enquête sur les perceptions des gens de la cybersécurité de leur organisation. Et bien sûr, c'est anonyme, on ne veut pas savoir c'est quoi votre organisation, mais on veut regarder la perception des gens, puis ensuite de ça, la réalité finalement avec nos tests d'intrusion. Donc, on vous invite, si ça vous tente, ça prend juste 10 minutes à remplir, puis tout le monde, dans le fond, qui travaille, tout le monde ici, peut remplir ça, puis ça nous aide vraiment pour notre recherche. Et les résultats sont publiés sous forme d'un rapport, déjà avec des recommandations, mais aussi disponibles là, pour tout le monde pour analyse. Là. On rend les données publiques par la suite. C'est fait en partenariat là, avec le Human Centric Canadian Partnership, je pense que c'est leur nom. Cybersecurity. Cybersecurity. Il y a de quoi de cyber là-dedans. Mais c'est ça. Donc, voilà, le sondage apparaît ici aussi. Et là, il nous reste 5 minutes pour les questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Oui. Vos serveurs sont dans quel pays? Principalement Canada, États-Unis, nord-est des États-Unis. J'ai une de mes premières versions, là, une version qui date, qu'on a présenté d'ailleurs à Black Hat sur le Social Media Manipulation. J'avais fait des serveurs distribués à travers le monde, puis je les avais infectés avec Linux Moose. Puis moi, je m'attendais à une disparité géographique. Je m'attendais à une utilisation du proxy très différente selon le pays. Puis ça avait coûté cher. Puis pour avoir des serveurs en Chine, il avait fallu que je leur envoie un scan de mon permis de conduire. Je capotais bien raide, mais j'étais comme « pour la science, je le fais ». Puis ça avait été énormément décevant les résultats. Ça avait donné aucune disparité dans le fond. Puis aucune utilisation dans l'heure. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être de la localité ou quelque chose. Il n'y avait rien. Fait que là, pour cette version-là, je me suis pas cassé la tête. Mais honnêtement, ça serait une variable à changer dans un script Terraform. Je pourrais essayer. Sauf que là, mettons, là, en ce moment, on a révélé aujourd'hui qu'on est sur DigitalOcean pour notre point d'entrée RDP. Donc là, je suis comme un peu à la merci de DigitalOcean. Sinon, il faudrait que je réécrive des proxys vers nos RDP. Mais ceci dit, j'ai un projet j'aimerais ça déployer des honeypots très, très légers qui enverraient le trafic RDP vers nos systèmes dans le cloud pour pouvoir en déployer facilement, là, comme sur un Raspberry Pi chez nous, par exemple, des affaires comme ça. Puis ça, c'est un projet actif là, qui fait partie de notre roadmap parce que là, on est conscient qu'on n'a que des attaquants opportunistes qui scannent Internet au complet. J'aimerais ça voir ceux qu'il y a des AS clairement dédiés. Là, je ne vais pas nommer d'organisation, mais tu sais, tout le monde, les grosses compagnies, ils ont leur propre système autonome ou leur propre range d'adresse IP. Bien, j'aimerais ça pouvoir utiliser, faire un partenariat pour me placer là, que tout soit envoyé chez nous, comme ça serait safe. Je pourrais même connecter un tuyau dans le message queue, comme ça, la personne qui collabore avec nous a une copie de toutes ces données.
Puis là, on pourrait ensemble, ou moi de mon bord, à étudier c'est quoi les différences. Puis un des affaires, on a eu un flash là-dessus, là, en tout cas, je partage parce que ça fait 6 ans que je travaille là-dessus, je ne me rattraperai jamais dans cette recherche-là rapidement. Mais j'aimerais ça filtrer, dans le fond, out le noise Internet. Fait que si j'ai des honeypots sur Internet que le monde attaque de façon opportuniste, puis que je déploie la même chose d'une compagnie qui, à mon avis, est ciblée, je suis capable de peut-être faire un filtre avec tout ce qui touche mon système exposé sur Internet pour enlever ce bruit-là. Puis là, ce qui reste, c'est des choses qu'il faut que j'étudie. En tout cas, il y a comme plus d'idées puis de leads que de temps. Finalement, c'est ça le constat. Je sais que vous avez focusé sur RDP. Avez-vous regardé ou avez-vous pu remarquer si les 1500 adresses qui vous attaquaient essayaient d'exploiter d'autres services sur vos honeypots, comme du Exchange ou d'autres trucs, ou ils étaient vraiment uniquement focusés sur RDP? Je collecte même pas cette information-là. Je sais pas. On a des honeypots Telnet SSH, mais ça fait juste ramasser. C'est comme du vomi là, qui se ramasse là-dedans. Fait que j'ai même arrêté. Avant, je les customisais pour être sûr de pogner du malware. Puis dans le fond, je bypassais les fingerprinting methods des botnets. Puis j'ai arrêté parce que je remplissais des disques durs de stock que je regardais jamais. Fait que non, on n'a pas pensé à ça. Mais c'est vraiment le Exchange est vraiment un vecteur intéressant parce qu'il est très exploité en ce moment. C'est une bonne idée. Oui. Est-ce que vous avez essayé de faire une corrélation avec les 1500 IP? C'est juste des clients de Shodan qui vous ont trouvé là-dessus? Sans scanner Internet a priori? Non, on l'a pas fait encore, mais c'est dans le plan aussi de regarder finalement. On aimerait ça voir, bon, c'est qui passe par le dark web, s'il y en a quelqu'un qui passe par là. Après ça, les providers d'adresses IP, est-ce que on peut faire des corrélations entre certains. Fait que ça c'est dans nos plans, mais on l'a pas encore fait. Fait qu'on peut pas répondre. Merci. Je sais même pas si on est dans Shodan, pour vrai. J'ai pas regardé. Mais c'est une bonne question. On pourrait rajouter ça aussi dans la liste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Olivier Andréane, merci. Merci beaucoup.